Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch et on poursuit encore avec WWE Target Classic. Donc cette fois-ci ce n'est plus In Your House, vu comment j'espère que j'en ai terminé là-dessus, mais sous un autre format auquel je vais m'attaquer. J'avais déjà parlé d'un autre show avant que je parlais de In Your House, mais laissez-moi vous le présenter. Donc c'est bel et bien King of the Ring de 97 et 98, donc 1997-1998, auquel c'est cela auquel on va s'attaquer. Excusez-moi pour les reflets de lumière de caméra, mais vous voyez bien que c'est celui-ci. Alors vu comment je m'étais déjà attaqué à celui du 95 et 96, donc 95 et 96, et bien maintenant je parle de celui-ci. D'ailleurs, il y avait pas mal d'éléments auxquels j'avais un tout petit peu oublié de citer pour les In Your House. Je me rappelais qu'il y avait un élément auquel j'avais oublié de citer. Je pense que c'était, si je dis pas de bêtises, le In Your House Bad Blood, qui était le jour où Brian Pillman est décédé, et auquel, dommage que je n'ai pas pu sortir celle-là. Et je me dis pourquoi cette information m'a pu échapper alors que j'aurais bien pu en parler. Donc bien sûr, vous voyez de quoi je veux dire. Donc voici la liste des matchs. Vous pouvez faire pause si ça vous intéresse, même si c'est pas facile avec les reflets. Mais bon, de toute façon, tout ça sera dans la description et vous savez de quoi on va s'attendre. Donc forcément. Par contre, j'essaye de le mettre 3, mais c'est pas évident. Normalement, ça devrait aller. Ah, mais faut dire, c'est pas évident de le mettre bien droit correctement. Mais j'espère que ça va pas vous déranger. Alors, tout ce que je sais, pour le 97, sachez que on poursuit avec un match du pré-show et que ce match du pré-show, c'est les Headbangers, Thrasher et Mosh contre Bart Gunn et Jesse James. C'est victoire de The Headbangers. D'ailleurs, c'était un match simple et il n'y a pas trop forcément d'enjeu. Donc ce match-là, 3,10 auquel je lui mets. Et là, pour la carte principale, on a pour le tournoi du King of the Ring entre Hunter Hearst Helmsley, donc HHH, Triple H, Paul Levesque, puisque vous le savez bien, contre Ahmed Johnson. Sachez que c'est à peu près la semi ou demi-finale du tournoi du King of the Ring et que sans trop grande surprise, c'est Triple H qui remporte le match face à Ahmed Johnson, même si ce match était intéressant vis-à-vis entre Triple H et Ahmed Johnson. Et pourtant, l'issue, c'est que c'est Triple H qui avance petit à petit dans ce tournoi. Et du coup, comme je l'ai dit, c'est lui qui bat Ahmed Johnson. Donc du coup, c'est un 3,40 ce match-là. Puis on poursuit avec la demi-finale avec Mankind contre Jerry the King Lawler, que Jerry veut encore une fois redevenir mais officiellement roi. Et il suffit d'avancer dans le tournoi pour devenir le nouveau roi du ring. Donc comme quoi, un roi est assoiffé de couronne, plus. Et pourtant, pareil pour ce match-là, c'est certes leur leur match est intéressant entre Mankind et Jerry Lawler, puisque c'est pas forcément ce genre de match auquel on s'attend le plus quand il s'agit d'en citer. Et pourtant, c'est victoire de Mankind qui le remporte face à un Mandible Claw. Et suite à ce Mandible Claw, il est directement en finale face à Triple H. Donc pour ça, ce match-là, je lui mets 3,5 pour le coup. Ensuite, Goldust, Dusty Rhodes, bien sûr, contre Crush, Brian Adams, qui était accompagné par la moitié, enfin, je pense que c'était toute l'entièreté de la Nation of Domination. Donc D'Lo Brown,
Euh, ouais, D'Lo Brown. Et Clarence Mason. Ah, je pensais qu'il était accompagné par plus que ça. Autant pour moi, j'ai cru que c'était cela, alors que Goldust, lui, c'était toujours par Terry Runnels. Donc, qu'elle jouait Marlena, même si on sait que c'était son ex-femme à l'époque. Mais bon, je pense que j'ai déjà dit là-dessus, même si je me répète beaucoup dans chaque vidéo, mais au moins ça vaut le coup de trop en dire. Et auquel ce match-là, bah, il n'est pas forcément trop transcendant, ce n'est que c'est c'est rare d'être souligné comme quoi bah, le match peut être un peu osef. Ça dépend comment on pourrait le prendre, mais je pourrais le dire qu'il est un peu osef et que c'est victoire de Goldust qui bat Crush, tout simplement. Rien d'autre à dire. Voilà, aussi simple et efficace. Ce match-là, je mets 3,20. Là, c'est un match par équipe, et dans ce match par équipe, bah, il n'y a pas d'enjeu non plus, si ce n'est qu'on a la Hart Foundation, donc équipe composée de Owen Hart, Jim the Evil Neidhart et The British Bulldog Davy Boy Smith contre The RW pour les Road Warriors ou The LOD pour The Legend of Doom. On pourrait dire ça aussi Legend of Destiny, mais c'est Legend of Doom. Hawk, Animal et pour terminer, Seed, donc Seed Justice, Seed Vicious, mais plutôt Psycho Seed. Donc c'est un match à 3 contre 3, match à 6, forcément. Un match très très disputé entre les deux équipes, il n'y a pas à dire. Ça fait pas mal d'échanges, pas mal d'offenses aussi, auxquelles on pourrait s'en rappeler, même si je m'en rappelle un tout petit peu vaguement, mais je le fais comme je le peux pour m'en rappeler de ce match-là. Et si ce n'est que la fin du match, pendant le climax, je pense que Sid voulait tenter une powerbomb sur l'enclume, donc Jim Neidhart, mais Owen a réussi à surprendre Sid avec un Sunset Flip Powerbomb du haut de la troisième corde, parce que je crois qu'il a fait tout d'abord un Sunset Flip pour, euh, pour effectuer le petit paquet. Et excusez-moi si j'ai dit Sunset Flip Powerbomb, parce que il faut savoir, c'est que je sais qu'il était dans les cordes, mais il s'est jeté avec un Sunset Flip pour effectuer le tombé. Et suite à ce tombé, eh bien, ils vont remporter le match. Donc tout simplement, c'est victoire des Art Foundation qui le remporte suite à un petit paquet, et que Sid a un peu perdu de manière un petit peu conne, on va pas se mentir. Lui qui a été autrefois champion de la WWE, et il perd de cette manière. C'est un petit peu humiliant vis-à-vis de lui, mais est-ce que ça me surprend? Pas tant que ça. Mais bon, ce n'est que cette victoire de la Art Foundation, et que ce match-là, 3,40. Et que je poursuis bien sûr évidemment. Et que ce match-là, si je dis pas de bêtises, c'est déjà la finale. Il faut que je regarde bien attentivement si j'ai raison. Oui, c'est directement la finale pour le tournoi du King of the Ring entre Hunter Hearst Helmsley contre Mankind. Ce match-là, il est présent dans le DVD de Triple H, de King of Kings, There's Only One, de DVD auquel je l'avais déjà cité. Et je me rappelais que ce match-là, j'avais plutôt bien aimé. En même temps, faut dire, c'était commenté en français à l'époque sur le DVD, donc c'est peut-être aussi ça qui joue, comme quoi j'apprécie. Parce que c'est pas que je n'aime pas écouter les matchs en anglais, mais parfois il y a des trucs dont je comprends un petit peu et d'autres que je comprends pas trop, mais que j'essaye de mieux suivre la cadence. Mais bon, ça c'est un petit peu mon petit problème, mais auquel je veux pas trop forcément me plaindre, tout simplement. Et auquel ben, le match plutôt pas mal. Même si on va pas ignorer l'existence de Shaina, qui était toujours à l'extérieur du ring, quitte à faire des choses un peu malsaines, quitte à distraire Mick Foley, faire distraction pour l'arbitre pour utiliser une tricherie de la part de Hunter. Et à cet instant-là, si je dis pas de bêtises, il y a un moment donné, Hunter
va distraire l'arbitre et t'as Shaina qui s'empare du celtre et il va lui exploser le celtre en plein dans le dos de Mick Foley alors que Triple H lui part à l'attaque en lui donnant un coup de genou au visage sur Mick Foley, mais ce dernier va tomber sur un des techniciens qui en voyant le choc de la table qu'ils ont été faits pendant leur spot, je pense que les deux avaient fait un spot sur la table. C'était même pas les tables des commentateurs auxquelles on connaît aujourd'hui, c'était plutôt des tables aussi fragiles auxquelles on peut facilement casser. Mais je sais pas comment vous le décrire si ce n'est que ils avaient pété la table et que Foley il est tombé sur un des techniciens et du coup le technicien il a senti le poids de Foley et il est tombé KO. Donc je pense que c'est un petit malchance qu'il a été sous le chemin par accident et du coup ça permet à Triple H de poursuivre son attaque et en effectuant un pedigree pour remporter le match et devenir celui qu'on l'appellera plus tard The King of Kings, le nouveau roi du ring. Donc le roi Hunter Hearst Helmsley ou le roi Hunter. Bref, vous savez de quoi j'en pense, si ce n'est que pour plus tard ça va être bénéfique pour lui, car il va devenir celui dont on connaissait déjà à l'époque, et auquel il va petit à petit construire sa légende. Alors qu'à la base, pour l'année 96 ou 96, normalement ce n'était pas censé être Stone Cold Steve Austin, mais c'était censé être Triple H qui devenait le roi du ring, mais sauf que ça ne s'est pas passé en 96 à cause de l'incident du rideau, donc le curtain call, et que à l'époque, c'est sûr, Triple H a dû avoir un sacré. Bref, on lui avait remonté les bretelles et il a payé le prix fort, comme l'avait dit Vince McMahon. Vu comment il allait forcément en baver pendant ces mois ou voire les un an qui suivent, et qu'il allait manger de la merde et apprécier le goût. Ça, c'était selon les paroles de l'ex-président de l'époque. Et pareil pour l'année 96, normalement c'était censé être Steve Austin qui devait remporter le Royal Rumble, mais ça a été Shawn Michaels. Donc comme quoi, le hasard fait bien les choses. Et que là, pour l'année 97, c'est sûr que Triple H est devenu le roi du ring, mais au lieu de mettre la couronne comme on l'attendait, il va plutôt éclater la couronne sur Mick Foley et devenir par l'occasion tout de même le roi du ring. Je sais que ce match-là, je lui avais mis 3,40 et je n'ai pas changé de chiffre, tout simplement. Et là, je passe plus que 2 matchs après c'est terminé. Shawn Michaels contre Stone Cold Steve Austin. Alors oui, deux gars qui se sont retrouvés en équipe et qui sont devenus les champions par équipe, qui décident de s'affronter en pay-per-view. Oui, je sais, c'est un peu bizarre, mais faut dire que leur petite feud tourne autour de, si je dis pas de bêtises, parce que Austin n'a pas sauvé Michaels pendant son agression face à la Hart Foundation, trop obsédé à attaquer Bret Hart alors que ce dernier était blessé. D'ailleurs, il va avoir une promo de Bret Hart qui va un peu trash-talker tout le public américain parce que à cette période-là, il a tourné heel et il est devenu un gars aigri qui s'en prend aux fans de catch US, sauf à ses propres compatriotes canadiens. Donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas, voilà, chacun est libre d'aimer ou ce qu'il n'aime pas, quoi, sans trop forcément forcer l'autre. Enfin bref, tout ce qu'on peut dire, c'est que le match était plutôt pas mal, plutôt épique. Même si à un moment donné dans le match, il va y avoir une intervention d'un fan qui qui au lieu d'être dans le public a failli coûter de toute façon le déroulement du match. Donc c'est comme si tu gênais leur lieu de travail aux catcheurs. Mais sauf que ce fan en question, ce n'est pas un fan agressif, ce n'est pas non plus un fan qui, comment dire, aime foutre la merde juste pour foutre la merde. Vu comment ce fan en question est un personne autiste, si je dis pas de bêtises, soit il est autiste ou alors il est, à mon avis, il est peut-être trisomie.
Il est peut-être trisomique à mon avis. Donc tout ce que je sais, il va intervenir au moment où Stone Cold va effectuer des doigts d'honneur à Shawn Michaels. Et du coup, en n'ayant pas apprécié ce geste, il a essayé de se rebeller face au match et que la sécurité s'empare de lui pour le maîtriser. Puis entre Austin et Michaels, ça s'enchaîne et que ça, autour de Michaels, de effectuer le fameux salut de Stone Cold. Donc le salut de Stone Cold, c'est les doigts d'honneur en question. Puis il va vers le fan en disant ouais, t'en fais pas, je vais m'occuper de lui, ce méchant chauve, t'en fais pas. Va regagner ta place, il n'y a pas de problème. Je vais m'occuper de lui, crois-moi, je vais tout faire pour gagner. Donc ce qui est bien, c'est qu'il donne un petit peu d'espoir à ce gamin de l'époque. Même s'il était accompagné par soit par sa maman ou sa grande sœur, il me semble, je ne sais plus. Mais je me rappelais que ce match-là en question, il est présent dans le DVD de Steve Austin, donc The Legacy of Stone Cold Steve Austin, auquel, si ça vous intéresserait de l'acheter, allez-y, tout simplement. Vous pouviez, si vous avez envie, bien sûr. D'ailleurs, la plupart des CD, si ça vous intéresse, vous êtes libre de vous le procurer. Quoi qu'il arrive, vous êtes libre de vous le procurer. Bon, après ce petit dérangement, place à deux artistes qui vont se mettre sous la figure et de poursuivre un match plutôt correct. Pardonnez-moi, plutôt correct, on va pas se mentir. Donc il n'y a pas grand-chose à dire de négatif là-dessus. Si ce n'est que il y a eu un moment drôle auquel il y a Stone Cold qui va tirer le pantalon de Shawn Michaels et qu'on va voir ses fesses. Et parmi ses fesses, on verra qu'il a un cœur à la place des fesses. Oui, je sais, ne me demandez pas pourquoi. Je me rappelais que quand j'avais vu ça à cette période-là, quand je regardais le DVD de Steve Austin, je me rappelais que j'étais mort de rire, mais c'était en étant mort de rire que j'avais plutôt bien aimé et, euh, et de dire que le match était plutôt cool. Jusqu'à ce que les deux commencent à attaquer les arbitres de manière respective. Shawn Michaels, je pense que c'est Steve Austin qui fait un stunner sur un arbitre, pareil pour Shawn Michaels, et suite à ces différents attaques sur les arbitres, ça s'est terminé en double disqualification. Donc en gros, on n'a pas de vainqueur, que des perdants qui perdent par disqualification, mais ça les empêche pas de continuer leur combat, même s'il faut s'arrêter. Puis après, les deux repartent au vestiaire, chacun de leur côté. Alors qu'ils sont censés être champions par équipe, hein, mais ils sont un peu des champions par équipe, entre autres rivaux, entre guillemets. Enfin bref. Ce match-là, je lui mets 3,70 ou 70. Voilà. Donc pourtant j'avais plutôt bien apprécié ce match-là. Puis je passe directement au main event. Et ce main event c'est pour le titre de la WWE entre The Undertaker contre Farouk / Ron Simmons. Que lui il était entouré par la Nation of Domination. Donc Savio Vega, D'Lo Brown, Crush, Clarence Mason. Est-ce que je pourrais spoiler plutôt la fin du match, puisque dans l'ensemble, j'ai pas trop forcément trop pris attention à ce match-là, si ce n'est que, ok, pas mal, il y a de quoi en citer là-dessus. Même si on va pas se mentir, quand il y avait la la Nation of Domination qui essayait d'intervenir dans le match, c'est soit pour distraire l'arbitre pour parvenir à leur fin. Je vais pas dire que c'était un peu le Judgment Day avant l'heure, et je vais pas dire que c'était d'autres équipes avant l'heure, puisque c'est un peu un contexte totalement différent, même si j'ai pas forcément de contexte crédible ou quoi que ce soit. J'essaye de faire parfois mon propre avis, même si c'est un peu très galérien de ce que je peux dire. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise si ce n'est que Farouk était pas loin de gagner contre Taker, mais c'est Taker qui aura le dernier mot en battant Farouk. Donc c'est sûr, c'est victoire de l'Undertaker qui conserve son titre. Et pareil, je lui mets 3,70. 3,70 bien sûr. Je me le répète. Oui, parce que je m'adresse parfois au public français, au public belge-suisse aussi.
Donc c'est pour ça pourquoi je m'adresse à deux à la fois. Même si je sais que je suis belge, je peux m'adresser à mon propre public. Si on m'écoute et si on me regarde, bien sûr. Parce que je sais que parfois je me montre pas, mais pourtant j'aime bien trop raconter les choses. Enfin bref. Même si le chiffre est un petit peu similaire, faut dire, quand j'ai commencé à mettre ce chiffre, je m'étais dit, c'est peut-être une coïncidence, mais je pensais pas le mettre à la même place, et pourtant je le mets, voilà, parce que j'ai pas envie de trop me prendre la tête, tout simplement. Donc après 1997, passons à 1998. Et du coup, pour ce 1998, eh bien, encore un match dans le pré-show, les Headbangers qui font équipe avec Taka Michinoku contre The Kaintai, donc équipe composée de Kung Fu Naki avec Mens Teiyo et Dick Togo. Il me semble que les catcheurs là venaient à la base de la Michinoku Pro Wrestling, donc basée au Japon. Il me semble, hein, parce que Dick Togo, je sais qu'il me dit quelque chose. Funaki, il me semble qu'il a déjà été là-bas. Takamichinoku, c'est sûr et certain. Et Mens of Teiyo, c'est fort probable. Et pourtant, ce n'est pas eux qui battent les Headbangers. C'est les Headbangers qui battent The Kaintai. Et du coup, ben, ce match-là, ben, je lui mets un petit 3, tout simplement. Donc, ah ben non, c'est même pas dans le pré-show, qu'est-ce que je raconte? Ouais, excusez-moi, je me suis un peu mêlé les pinceaux. Et du coup, bah, je passe directement pour la semi-finale du King of the Ring entre Ken Shamrock contre Double J et Jeff Jarrett, qui était accompagné par The Tennessee Lee. Donc, ouais, forcément, c'était accompagné par lui. Auquel le match, pas mal. Moi, en tout cas, j'ai plutôt adoré ce match-là, en sachant que quand il y a un match de Ken Shamrock, certes, le gars donne pas forcément envie parce que, voilà, charisme, parce que il n'a pas trop forcément de charisme, et pourtant, son combat assez stiff et violent, pour l'époque, c'était plutôt pas mal, et que le public était plutôt vachement emballé, même si, on va pas se mentir, on aime parfois les gens doués, charismatiques, de tout ce qu'on peut accrocher à ces différents individus. Et pourtant, ça n'empêche pas Ken Shamrock de battre Jeff Jarrett. Si je dis pas de bêtises, il arrive à le battre soit par tombée ou alors par son ankle lock, auquel il arrive à faire soumettre Jeff Jarrett. L'un des deux, je dirais l'un des deux. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est victoire de Shamrock. Tout simplement. Et là, ben, on poursuit avec un autre match, pour cette fois-ci la demi-finale, entre celui qu'on l'appelait à l'époque Rocky Maivia, que on connaît bien sûr sous le pseudonyme de The Rock, ou encore de son nom d'acteur Dwayne The Rock Johnson, ou plutôt Dwayne Johnson, contre cette fois-ci Dan Severn. Oui, le combattant MMA qui a déjà catché pour l'organisation de Vince McMahon, alors que du côté de l'UFC et dans d'autres promotions de MMA, c'était vachement une terreur, notamment à la Pride, auquel j'ai pu voir quelques-uns de ses matchs. C'est sûr que ce gars, malgré tout ce qu'on pourrait dire sur lui, dans le MMA, c'est sûr, il déglingue des gueules, mais dans le catch, même si on sait que tout est scénarisé, on sait que le gars, il est professionnel, que ce soit en tant que combattant MMA ou catcheur ou lutteur d'exception, c'est un véritable professionnel, qu'on le veuille ou non, parce que souvent il y en a qui s'oublient, mais moi je sais que il a quelque part du potentiel, tout simplement. C'est vrai que le match, il y a pas forcément trop à dire, si ce n'est que il était plutôt cool et que ça aurait été étonnant que Dan Severn batte The Rock d'une manière pour avancer dans le tournoi du King of the Ring pour affronter Ken Shamrock. C'est sûr que si les deux auraient été dans le tournoi, enfin, je parle plutôt de Dan Severn, s'il aurait été dans le tournoi face à Ken Shamrock, c'est sûr, j'imagine même pas
les prises auxquelles on va se manger et auxquelles on va sûrement se régaler. Et ça ferait sûrement aimer tout ce qui est fan de MMA, même si les fans de catch auraient sûrement adoré. Je dis ça, euh, on sait jamais, parce que vu comment c'est que la curiosité qui compte. Mais dommage pour Dan Severn, ce n'est pas lui qui bat The Rock, mais The Rock qui bat Dan Severn. Donc ça permet à The Rock de gagner le match et d'être en finale du tournoi du King of the Ring. Et ce match-là, 3,70, tout simplement. Donc, ben, je poursuis encore avec un match par équipe. Est-ce qu'on pourrait qualifier ça comme un match par équipe assez random? Je sais pas si on peut qualifier ça. Vous pouvez faire sur pause hein, si ça vous intéresse de savoir les matchs, parce qu'avec le LED, on voit à peine de ce qui est cité. En même temps, il commence à faire sombre hein, et qui fait pas très beau. C'est pour ça pourquoi j'ai décidé de mettre mon LED. Match entre The Two Cools, oui, Scott Taylor qui sera Scotty to Hotty, qui fait équipe avec The Great Master Sexy, donc Brian Christopher Lawler, contre Al Snow et Ed. Certes, Ed, c'est un partenaire pour Al Snow, même s'il n'est pas vivant. Et pourtant, suite à ça, il était plutôt over pour l'époque, Al Snow, avec sa tête de mannequin Ed. Donc certes, ça peut être con, mais c'est divertissant. C'est tout ce qu'on pourrait dire, si ce n'est que c'est divertissant et que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ben, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Enfin bref. Ben, le match a été remporté par les Two Cools. Je dis ça sans trop de suspense, puisque c'est tout simplement véridique et auquel ben, je ne peux que dire de cette manière-là. Et du coup, ce match-là, il est divertissant en soi, mais c'est un 3,20. Malgré tout, je le mets ça. Là, ben, je poursuis encore une fois. Et ce match, c'est entre X-Pac, donc qu'on connaît sur le nom de The 1-2-3 Kid, Six-Pack, ou encore Sean Waltman, mais on sait que c'est X-Pac, tout simplement. Et du coup, ben, il a affronté Owen Hart. Et du coup, ben, forcément, il n'y a pas d'enjeu à en dire, si ce n'est que il a affronté Owen Hart. Et ce qu'on pourrait dire là-dessus, c'est que il a battu. Voilà, alors qu'il est accompagné X-Pac de China. Donc ce match-là, 3,40, pas trop grand-chose à en citer dans ce match-là. Puis on a the New Age Outlaws, The Rock Dog Jesse James, The Badass Billy Gunn contre The New Midnight Express, donc les nouveaux Midnight Express, avec The Bordacious Bart Gunn et The Bordacious Hardcore Bob Holly, qui était managé par Jim Cornette. Oui. Donc je pense que c'était pas forcément une bonne idée de faire renaître la renaissance des Midnight Express. C'est c'est un peu comme si tu voulais renaître une équipe qui marchait bien, mais qui est un petit peu risquée pour, euh, pour faire ressentir de la nostalgie auprès des fans. Et ce qu'on pourrait dire là-dessus, c'est que c'est victoire des New Age Outlaws qui battent les New Midnight Express. Et auquel ce match-là, divertissant parce que les New Age Outlaws, Billy Gunn et Jesse James savent comment bien faire chauffer la foule pour être investis dans ce match-là. Donc pour ça, je lui mets un 3,5. Mais sinon, le reste, je m'en fiche un tout petit peu. Voilà, je vais pas vous le mentir. Et là, maintenant, ben, on passe directement à la finale que je n'ai pas notée et que je vais vous le dire tout de suite. Donc, on se rejoint tout à l'heure. Donc, je poursuis. Cette fois-ci, j'ai noté la note. Et par l'occasion, ben, j'ai pu le temps de m'hydrater un peu. Parce qu'après tout, je parle, je
je mâche pas mes mots. Et du coup, ben, je sais que parfois, à chaque moment, ça peut rendre comme si mes vidéos étaient un peu bâclées et tout. Mais bon, je le dis de ce que je pourrais dire et de citer à propos de ce que je peux dire dans cette vidéo et les matchs à citer. Donc pour ça, je décide de pas trop me prendre la tête. Donc pour le match entre Ken Shamrock et The Rock, c'est sûr que ça ne peut qu'un très bon match entre les deux. Moi, je le vois de cette manière-là. Je dis que c'est plutôt pas mal de voir ce genre de match entre deux gros bourrins qui se foutent sous la gueule sans retenue et que ça nous mène un match épique et que le public était emballé. Donc c'est sûr que ça peut être que beau et bon à la fois. The Rock, c'est vrai qu'il était pas loin de gagner le tournoi du King of the Ring, mais ce ne sera pas lui qui va réussir à remporter le tournoi. Au contraire. Et d'ailleurs, on va pas se mentir, je ne pense pas que The Rock a besoin de gagner ce tournoi du roi du ring pour, euh, pour être encore plus élevé plus haut que ça. Vu comment être élevé plus haut que cela, ben, il le sera malgré tout. Donc il n'a pas besoin d'un tournoi forcément. Et pour Ken Shamrock, c'est vrai que il avait du potentiel de main eventer, donc il avait vraiment un potentiel de ouf. Mais dommage que à cause que McMahon n'a pas vu en lui bah, un main eventer, c'est un petit peu dommage. Alors que le gars il vient du MMA. Mais bon, que ce soit pour X ou Y raison, c'est vrai que c'est un peu regrettable. Mais malgré tout, ce sera Shamrock qui va réussir à soumettre The Rock en le faisant tap out et en devenant le nouveau roi du ring. Et la suite de l'histoire pour Shamrock, eh ben, il n'aura pas réussi à capturer un titre mondial. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a au moins gagné le tournoi du King of the Ring. Voilà ce qu'on pourrait en dire là-dessus. Donc ce match-là, 3,60 que je l'avais mis auparavant. Et maintenant, ben, plus que deux matchs après, c'est terminé. Et ce match-là, c'est un Hell in a Cell. Donc oui, vu comment on avait parlé du Hell in a Cell entre Undertaker et Shawn Michaels, qui était un classique, et ben celui-là, il en est tout autant. Et pourtant, il n'a pas besoin d'avoir un 5 étoiles pour être encore plus excellent. Puisque c'est excellent dans le sens où, certes, les deux ne cessent de se croiser et de s'affronter, donc Undertaker et Mankind. Et pourtant, dans ce match-là, on sent que Undertaker est un tout petit peu mal en point, vu comment il s'était tordu la cheville. Je crois qu'il s'était blessé ou tordu la cheville, me semble. Donc il n'était pas forcément au top de combattre. Et pourtant, dans le match-là, ça se voyait pas tant que ça. Clairement pas, ça se voyait pas. Et pourtant, ben, le match va se continuer dans le toit de la cage. Ils vont s'allumer peu à peu dans le match, à tel point que lorsqu'ils vont faire un pas au-dessus de la cage, t'as la cage qui manque de. Je pense que c'était la structure qui, par le poids des deux catcheurs, a failli. Le toit a failli s'arracher complètement. Heureusement que pas complètement et qu'ils ont continué leur spot. Après des coups de poing, coup de poing, coup de poing, coup de poing, ça va être ce moment-là auquel bah, ils vont créer un moment oh my god quand l'Undertaker va balancer Mankind bah, du haut de la cage sur la table des commentateurs espagnols ou mexicains. Et que en commentaire, ben, Jim Ross qui a vu la scène, il s'est dit que Dieu m'en soit témoin, l'Undertaker l'a tué. Donc faut dire les commentaires de l'époque étaient plutôt insane, pas comme maintenant, vu comment maintenant les commentaires sont plutôt mouais, oubliables, pas très mémorables, alors que à l'époque les commentaires étaient juste tout simplement amazing. Et du coup, ben, suite à cette chute, ben, Mankind, donc Mick Foley, il en a chié pendant la chute et que tu sentais que malgré qu'il était très mal en point, comment il allait faire pour continuer.
Du coup, ben, le match, c'est comme s'il avait été arrêté pendant un instant pour évacuer Mankind hors de l'arène. Mais sauf qu'il décide de continuer, de revenir au combat. Et ce qui est sûr, c'est qu'il va encore en baver lorsqu'il va monter sur la cage, vu comment l'Undertaker va le faire passer à travers la cage. Et du coup, ben, Mick Foley, ben, il va tomber lourdement sur le ring avec la chaise qui s'est fracassé le visage. Et ce qui est sûr, c'est que c'est comme s'il était mort pour la deuxième fois. Oh là là, le pauvre. Pourtant, je sais que ce match-là, je l'avais déjà cité auparavant, mais rien que de revenir là-dessus me laisse dire on n'a que des frissons rien qu'à voir ce match-là. Et que on se dit mais pourquoi il met sa santé en jeu, pourquoi il veut se tuer pour le public. Eh ben tout simplement pour créer quelque part de la sympathie auprès des fans, même si c'est des fans très niches de hardcore et j'en passe d'autres, mais au moins ça a créé une connexion plutôt, plutôt honnête envers Mick Foley. Et dommage que dans notre ère actuelle on n'a pas compris ce genre de message. Mais bon, puis ça poursuit, l'Undertaker attaque tout le monde, même Terry Funk qui était là pour sauver son ami. Et malgré que Mick Foley était très mal en point, parce que je pense qu'il avait les côtes cassées, une hémorragie interne, et surtout sa dent qui s'est retrouvée dans son nez. Oui, le truc le plus lunaire, rien qu'à de penser, avoir un morceau de dent qui se retrouve en plein trou de son nez, c'est un truc qu'on se dit, mais mec, comment t'as fait pour te le mettre dans les narines? Comment? Mais bon, malgré tout ça, il continue la bataille, difficilement mais sûrement. Même en étant blessé, il met quand même à mal l'Undertaker. En même temps, l'Undertaker est sympathique, et il le laisse dominer pendant un court instant. Puis après, il s'empare des punaises. Et là, il va avoir double chute des punaises, car Mick Foley va avoir sur le poids de Taker avec accompagnement, donc c'est sûr il va se manger les punaises, puis un choc slam auquel il va avoir encore plus d'impact, et c'est à cet instant-là auquel l'Undertaker décide d'en finir avec ce match en utilisant un Tombstone Piledriver, point final, pour battre Mick Foley. Donc tout simplement, c'est victoire de l'Undertaker qui ressort grandi de ce match. Et pourtant, quelque part aussi, Mankind qui ressort grandi, même s'il en a chié pendant ce match. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a gagné la sympathie des fans et auquel il va même gagner aussi le respect de Vince McMahon. Et que je me rappelais pas mal d'anecdotes entre Mankind et l'Undertaker. Certes, l'Undertaker pensait l'avoir vraiment tué sous le coup, mais, mais même lui s'est dit pourquoi il fait des choses comme ça. C'est pour rendre le match encore plus mémorable, vu comment c'était très difficile de surpasser le Taker Michaels. Et pourtant, il est à peu près au même niveau, même si on va pas se mentir, le 5 étoiles entre Michaels et Taker, c'est un peu du foutage de gueule, mais bon, vous connaissez Dave Metzler, il a tendance à surnoter pour voilà parce qu'il est pas très objectif ce mec-là. Et pourtant ce match-là entre Mankind et Taker, c'était plutôt pas mal, même si on avait un peu pitié pour lui. Donc il y avait pas mal d'échanges entre lui et Taker, et aussi entre McMahon et Mankind, auquel il reconnaît que, que Mick Foley a du cran, mais que il veut que plus jamais il ne refasse une chose pareille, donc qui risque sa vie et sa santé. Pourtant, la promesse était presque tenue, parce que on verra par la suite, lorsque Mankind, ou plutôt Mick Foley, affrontera je pense Triple H lors de No Way Out dans un Hell in a Cell pour le titre, il va encore risquer sa vie, et pourtant ça n'empêche pas de briller dans ce match. Donc certes, c'est un peu une promesse qui a été un peu prétenue, un petit détail près, mais au moins ça a permis à Mick Foley
de gagner le respect et la sympathie des fans et de ses pairs. Tout simplement. Donc dans les meilleurs des cas, c'est magnifique. Donc ce match-là, c'est un 4,80 que je lui mets. Et c'était pour l'époque, je l'avais mis. Et enfin, on passe directement au main event parce que je pense que j'ai assez trop dit et il est déjà 40 minutes. Je me demande comment ça se fait, les minutes passent alors que je ne fais que partir crescendo. Donc entre Kane contre Stone Cold Steve Austin dans un First Blood match pour le titre de la WWE. Donc le premier qui réussit à couler une goutte de sang a perdu le match. Eh ben quel gros bordel dans ce match-là entre Austin et Kane, vu comment on va avoir pas mal d'attaques et d'offenses entre les deux, à tel point qu'il y a la cage du Hell in a Cell qui descend petit à petit. Excusez-moi pour le hockey et de comment je parle un petit peu difficilement à cause de mon hockey. Mais tout ce que je sais, ben, ça va partir en brawl total. Tu te dis, attends, mais pourquoi il descend de la cage ça n'a pas de sens. Eh ben, c'est pour encore créer de l'intensité. Et pourtant, ce n'est pas un Hell in a Cell match. C'est comme si une stipulation a été ajoutée sans avertir les fans présents sur place ou qui que ce soit. Donc on a pas mal d'objets, mais c'est vrai que la question que je me pose, puisque Kane à l'époque était masqué, comment le faire saigner? Si on enlève le masque de Kane, il a moyen qu'il perd le match automatiquement s'il saigne ou alors s'il a des cicatrices au visage, parce que je pense qu'ils auraient dû jouer là-dessus. Comment faire saigner l'Undertaker? Comment saigner Kane si ce n'est qu'il a des cicatrices au visage? Donc dommage qu'ils ont peut-être pas prévu ça, mais bon, on peut pas trop prévoir à l'avance. Et puis ben, ça va se poursuivre encore avec intervention de Mankind que il avait chié pendant le match. Il avait chié pendant le match et pourtant il décide sans raison de s'attaquer à Austin. Et on pourrait ajouter ça comme un traquenard pour faire perdre Steve Austin, vu comment il s'est mis la direction, la corporation de Vince McMahon à dos. Donc c'est sûr, il avait une cible sur le dos. Et après cela, ben, il va y avoir intervention de l'Undertaker qui va venir, et avec une chaise en plus, alors qu'il était très mal en point. Et au moment où Austin et Undertaker, ils ont tous les deux une chaise pour frapper Mick Foley, ce dernier se retire, et ça va permettre à l'Undertaker de donner un violent coup de chaise dans le crâne d'Austin, qui va saigner automatiquement, alors que l'arbitre, je pense qu'il y avait un ref bump. D'ailleurs, attendez à ce propos. Ouais, donc je disais, ben, Austin, il a commencé à saigner, l'arbitre avait été KO, jusqu'à ce que lorsqu'il se relève et qu'il voit que Austin pisse le sang du visage, eh ben, il décide de faire sonner la cloche et de donner la victoire à Kane. Donc Kane devient le nouveau champion de la WWE. Mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est pour un très court instant, puisque le lendemain du côté de Monday Night Raw, ou Raw is War, c'est sûr que Austin veut sa clause de revanche pour le titre et gagner automatiquement le titre. Donc comme quoi, certes, dans ce match-là, Austin était très vénère et qui s'attaque une deuxième fois à Mankind comme s'il n'avait pas à en chier. Donc il fait encore un stunner et de partir bredouille sur le titre, totalement déçu. Et voilà comment se termine ce King of the Ring 97, ou non 97, 98, ou plutôt 1998, et auquel je décide de m'arrêter là-dessus. Donc ce match-là, c'est 3,40 et auquel je m'arrête ici, tout simplement. Donc, en résumé, pour tout cela, les matchs, les segments promo et l'ensemble, 4,50. Voilà, je le mets ça direct. Et je décide de m'arrêter maintenant ici. Donc c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et de prochaines vidéos, bien sûr. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.